Presque tous les organismes sur cette planète sont sujets à un processus biologique que l'on appelle vieillissement ou sénescence. Homo sapiens n'en fait pas exception, comme nous le savons tous. La différence avec notre espèce, c'est que nous avons la capacité d'expliquer le fonctionnement du vieillissement, tout comme nous avons réussi à former un ensemble de connaissances sur d'autres aspects du réel. Et lorsque nous comprenons un bout de la réalité, il devient possible de le manipuler à des fins que nous jugeons désirables. Dans le cas du vieillissement, cela se traduit potentiellement par mieux traiter ses effets, le ralentir, l'arrêter, voire même l'inverser. Des possibilités radicales qui transformeront en profondeur la nature humaine. Au fur et à mesure que la faisabilité scientifique de ce projet se clarifie, l'importance d'expliquer et de comprendre les implications devient de plus en plus grande. Le but de ce documentaire est d'explorer les possibilités offertes par les récentes avancées de la recherche sur le vieillissement et les conséquences d'une augmentation radicale de la durée de vie en bonne santé. Nous allons expliquer tout d'abord pourquoi le vieillissement existe et comment se manifeste-t-il au niveau le plus fondamental. Cela nous permettra de dresser les potentiels traitements visant à faire tomber la limite de mortalité biologique et libérer l'humanité du vieillissement. Nous verrons enfin si ces scénarios sont désirables, quelles sont les critiques et à quoi pourrait ressembler un monde peuplé d'humains à la jeunesse indéfinie. Ce documentaire sera parsemé d'interventions de spécialistes sur les questions liées à la longévité, l'éthique des technologies et le transhumanisme. Bien sûr, je ne vais pas être totalement objectif et neutre. J'ai mes propres convictions et avis sur le sujet que je ne peux empêcher de se manifester dans mon analyse. Mon objectif est plutôt de vous présenter un point de vue tout en essayant de prendre en compte différents arguments et, je l'espère, vous donner matière à réfléchir pour que vous soyez mieux armés à vous forger votre propre opinion. Historiquement, de nombreux biologistes et même gérontologues, les médecins spécialistes du vieillissement, ne se sont pas souvent demandé pourquoi ni comment nous vieillissons. Ils cherchaient simplement à en traiter les conséquences. Ce qui rappelle l'étude sur le cancer. En effet, dans les années 60, la lutte contre le cancer était un combat contre ses symptômes. Mais peu de monde s'intéressait à ses causes. Et ceux qui osaient parler d'éradication du cancer étaient marginalisés. Dans les années 70, la découverte de la catégorie de gènes dont l'expression favorise la survenue de cancer, appelée oncogène, précipita la recherche dans un nouveau paradigme. En inventant des moyens chimiques pour bloquer spécifiquement les protéines promotrices de tumeurs, nous pouvions enfin commencer à éloigner les radiations et les agents chimiothérapeutiques toxiques pour attaquer les cancers à leur source génétique, tout en laissant les cellules saines intactes. Grâce à de nouvelles techniques comme l'immunothérapie, les décès globaux par cancer continuent de chuter. Nous n'avons certainement pas guéri tous les types de cancers depuis les décennies qui ont suivi, mais nous ne pensons plus que c'est impossible. C'est une victoire mesurée en millions de vies. La recherche sur le vieillissement en est au même stade que la recherche sur le cancer dans les années 60. Nous avons une solide compréhension du vieillissement et ses symptômes, mais chercher à en trouver la cause et essayer de l'éradiquer est perçu comme futile et regardé avec hostilité. Toutefois, plusieurs approches ont été proposées par des scientifiques curieux de connaître pourquoi les organismes sont sujets au vieillissement. L'évolution de la vie sur Terre s'opère à travers la sélection naturelle. Des variations existent au sein de toutes les populations d'organismes. Cela se produit en partie parce que des mutations aléatoires surviennent dans le génome d'un individu et que ses progénitures peuvent hériter de ces mutations. Votre ADN est un mélange 50-50 de celui de votre mère et votre père. Mais nous possédons chacun 50 à 100 variations. Si ces différences confèrent des avantages, les individus ont tendance à survivre et à se reproduire plus que les autres, ce qui amène la population à évoluer. C'est un processus nécessaire pour qu'une espèce subsiste pendant des millions d'années. Et plus le cycle de reproduction est rapide, plus il y aura de générations par unité de temps, plus la diversité génétique sera grande. Dans un environnement qui serait parfaitement stable, à ce moment-là, les individus seraient parfaitement adaptés à leur environnement, mais dans un environnement qui n'est pas stable, et la Terre n'est jamais un environnement stable sur les longues durées, il est nécessaire de garder une diversité génétique, et cette diversité génétique, la nature y arrive, entre guillemets, parce qu'évidemment pas de volonté, mais la nature y parvient en ayant chaque fois des générations nouvelles avec un nouveau patrimoine génétique. Ceci étant,
il y a pour moi quand même un mystère, je dirais, dans le fait que, très probablement pour tous les vertébrés et certainement pour tous les mammifères et tous les oiseaux, il y a vraiment une limite de durée relativement courte, de maximum, grand maximum quelques siècles. Pourquoi est-ce que la nature choisit cela? Un exemple de presque mystère, c'est des environnements qui sont totalement stables depuis des centaines de milliers d'années, voire des millions d'années, comme les grottes, où il y a des animaux qui ont perdu leur vue, qui n'ont pas de prédateurs naturels, qui vivent beaucoup plus longtemps, mais il n'empêche, ils ne vivent pas plus qu'un siècle, 2 siècles peut-être. Ça reste quand même pour moi une sorte de mystère. Dans son livre Le gène égoïste, Richard Dawkins propose une vision de l'évolution centrée sur les gènes. Selon lui, les gènes n'ont qu'un seul intérêt, celui de perdurer. Si vous êtes une molécule, que feriez-vous pour survivre? Déjà, vous devez générer un système de réplication à l'intérieur d'une cellule contenant une machinerie de consommation énergétique, de maintenance et de réparation. Une fois qu'une telle machinerie est fonctionnelle, la molécule réplicative devient immortelle tant qu'il y a de l'énergie pour alimenter le système. Par conséquent, les cellules qui contiennent les molécules réplicatives sont des machines à survivre. Dans le langage biologique, les molécules réplicatives sont appelées gènes et les machines à survivre sont appelées organismes. Mais si nos gènes ne veulent jamais mourir, pourquoi ne vivons-nous pas éternellement? Dans le cadre de la reproduction sexuée, notamment animale, eh bien, une fois que la reproduction a été possible, ce qui arrive en général assez tôt dans l'existence, quelles que soient les espèces animales, eh bien, la perduration de l'individu n'a pas d'intérêt biologique. Le fait de vieillir n'a pas d'intérêt. Et donc, les éléments qui auraient permis aux différentes espèces de vivre beaucoup plus longtemps, elles n'ont pas été sélectionnées dans la logique purement darwinienne. Les gènes passent à autre chose, pas nous. Autrement dit, nous ne sommes que des véhicules pour nos gènes. L'important est d'avoir un organisme robuste jusqu'à ce qu'il se soit reproduit. L'hypothèse connue sous le nom de théorie du corps jetable, ou soma jetable, par Thomas Kirkwood, postule que les organismes n'ont qu'une quantité limitée d'énergie qui doit être répartie entre les activités de reproduction et le maintien des aspects non reproductifs de l'organisme. Autrement dit, un individu tend à avoir une durée de vie qui oscille entre se reproduire souvent et mourir jeune, ou se reproduire rarement et maintenir son corps. Ce qui signifie que dans l'histoire de la vie, tout organisme avec une mutation qui l'a amené à avoir un cycle reproductif rapide et qui a tenté de mourir âgé a rapidement manqué d'énergie. Il a donc été supprimé du bassin génétique. Cette théorie peut être illustrée par un exemple. Imaginez que vous êtes une souris en proie à de nombreux prédateurs. Vous devrez donc transmettre au plus vite votre matériel génétique, d'où un cycle reproductif rapide, allant jusqu'à 10 procréations par an et produisant 6 à 8 progénitures. Les gènes qui auraient fourni un corps plus tenace n'ont pas été sélectionnés car les ancêtres souris n'ont probablement pas échappé à la prédation pendant longtemps. Maintenant, considérez plutôt que vous êtes un animal au sommet de la chaîne alimentaire comme une baleine. Pour cette raison, les gènes de vos prédécesseurs ont bénéficié de posséder un corps robuste et durable qui pourrait se reproduire pendant des décennies. Mais en retour, ils ne pouvaient élever qu'un seul petit par an toutes les 4 ou 5 années. L'hypothèse de Kirkwood explique pourquoi une souris vit 2 ans alors que les baleines vivent 200 ans. Cela éclaircit pourquoi certaines espèces se retrouvent à subsister plus longtemps lorsqu'elles sont isolées pendant plusieurs générations dans un environnement sans prédateurs. C'est le cas du lézard Anolis carolinensis sur des îles japonaises. Les animaux qui n'ont pas ou peu de prédateurs tendent à vivre plus longtemps, comme les requins, baleines, éléphants ou tortues, bien qu'il existe des exceptions. Donc, les individus ne vivent pas éternellement parce que la sélection naturelle ne sélectionne pas l'immortalité afin de favoriser la diversité génétique. Et comme toutes les espèces ont des ressources limitées, elles ont évolué pour octroyer l'énergie disponible soit à la reproduction, soit à la longévité, mais pas aux deux. Toutefois, l'immortalité biologique a bien été tentée par l'évolution, et certains organismes sont sortis gagnants de cette expérience. L'immortalité biologique est un état dans lequel le risque de mortalité au fil du temps est stable, le dissociant ainsi de l'âge chronologique.
Diverses espèces unicellulaires et multicellulaires, y compris certains vertébrés, atteignent cet état soit tout au long de leur existence, soit après avoir vécu suffisamment longtemps. Un être vivant biologiquement immortel peut encore succomber à des blessures, maladies ou manque de ressources disponibles. La méduse Turritopsis nutricula, les homards, le rat-aube, l'hydre, la tortue des Galapagos et le ver planaire sont des exemples connus d'organismes qui ne sont pas sujets à la sénescence. Le biologiste Caleb Finch parle de sénescence négligeable pour décrire des animaux qui n'ont aucun accroissement de la mortalité avec l'âge. Mais la majeure partie de la vie sur Terre possède un organisme qui s'affaiblit avec le temps. Bien que nous ne soyons pas immortels, certaines de nos cellules le sont. Les cellules germinales sont non seulement biologiquement immortelles, mais elles transmettent également leur matériel génétique à travers la reproduction sexuée. Les cellules souches pluripotentes sont aussi immortelles. Seules nos cellules somatiques sont périssables. Mais elles sont majoritaires, ce qui fait que nous finissons par vieillir et mourir. Ainsi, Homo sapiens est prisonnier de cette condition imposée par l'évolution, avec un corps qui commence à se dégrader après l'âge de 30-40 ans, ce qui est environ 2 fois le début de la maturité reproductive. Les femelles ont donc 15 à 20 ans en moyenne pour procréer avant la ménopause. Les mâles n'ont pas cette limite, bien que la qualité de leur sperme se réduise. Cependant, nous ne mourrons pas tous à 50 ans. Même lorsque l'espérance de vie était faible, au paléolithique, en raison de famine, violence ou accidents, on présume que certains individus pouvaient atteindre 80 ans. D'ailleurs, les orques, les dauphins globicéphales tropicaux et les humains sont les 3 seules espèces connues à vivre après la fin du cycle reproductif. C'est-à-dire que la ménopause arrive environ à la moitié de la vie. Même nos cousins les plus proches génétiquement, les gorilles et chimpanzés, meurent 1 ou 2 années après la ménopause. L'hypothèse de la grand-mère a été proposée pour expliquer qu'à mesure que la mère vieillit, les coûts de reproduction augmentent et que l'énergie consacrée à ces activités serait mieux dépensée en aidant sa progéniture dans leurs efforts de reproduction. Cela suggère qu'en redirigeant leurs forces sur leur descendance, les grands-mères peuvent assurer davantage la survivance de leurs gènes à travers les jeunes générations. Une autre interprétation met en avant l'évolution de la transmission culturelle comme vecteur de survie. À partir du moment où les anciennes générations se sont mises à transmettre leurs connaissances, la survie des individus a augmenté, ce qui a favorisé l'espèce. Donc vivre 2 fois plus longtemps que le cycle reproductif apportait un bénéfice. Mais en ayant capitalisé sur son cerveau relativement gros et sur une civilisation florissante pour surmonter nos faiblesses évolutives, physique chétif, sensibilité au froid, odorat médiocre et vision limitée, notre espèce s'est hissée au pic de la chaîne alimentaire contre toute attente. L'abondance de nourriture, de nutriments et d'eau, tout en réduisant les décès dus à la prédation, à l'exposition aux maladies infectieuses et à la violence, a repoussé l'espérance de vie imposée par la sélection naturelle. Peut-être que si on patiente quelques billions d'années d'évolution au sommet de la chaîne alimentaire, notre durée de vie pourrait doubler, la rapprochant de celle de certaines autres espèces au paroxysme de leur forme, comme des requins qui vivent jusqu'à 400 ans. Mais nous n'aurons pas à attendre si longtemps, loin de là, parce que nous œuvrons assidûment à inventer des médicaments et des technologies pour nous donner ce que l'évolution n'a pas réussi à fournir. Nous savons déjà que le vieillissement peut être ralenti et même inversé. Reste à en faire une médecine efficace, une médecine anti-vieillissement. Je vous invite à regarder la suite de ce documentaire sur le site The Flares. Vous le trouverez directement en cliquant sur le lien dans la description. Les documentaires premium sont plus longs et on ajoute une touche de qualité pour un prix que l'on estime raisonnable. Dans ce cas-là, l'équivalent d'un café. C'est un des meilleurs moyens de nous soutenir si vous aimez notre travail et souhaitez que l'on continue à produire des vidéos et podcasts gratuitement. Et en échange, vous avez un documentaire, c'est quand même pas mal. Vous pouvez aussi nous envoyer un petit merci, un don sur Tipeee, ou remonter dans le temps et nous dire d'investir dans le Bitcoin en 2014, comme vous voulez. Allez, à bientôt pour un podcast ou une vidéo.